La vie est trop courte, commençons par le dessert. Si pour vous la pâtisserie est un mystère, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans l'envers du dessert. Je suis Clémence Méran-Freinet, globe-trotteuse gourmande qui a fait des études littéraires, puis un CAP pâtisserie à Ferrandi en 2017. Et c'est là que j'ai rencontré Vincent. Et donc moi, c'est Vincent Paulès. Je suis un grand curieux passionné de pâtisserie qui suis passé de la gestion d'entreprise au CAP à Ferrandi avec Clémence. Je suis aussi très bavard, mais ça tombe bien, on est justement là pour discuter. Bonjour à tous, on se retrouve avec ce qui est déjà notre 11e épisode. On est vraiment ravis de la tournure que ça prend et de l'avancement de l'envers du dessert. Donc merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui nous semble incontournable et que nous avons déjà abordé plein de fois en filigrane au fil des épisodes. C'est bien sûr la place et le rôle d'Instagram dans le milieu de la pâtisserie. Et évidemment, qui de mieux que Fulgur Opin pour parler d'Instagram ? Moi, je dois l'avouer que je le suis depuis très longtemps. Ça a été un des premiers influenceurs que je mets entre grosses guillemets, car en réalité, Arnaud n'aime pas trop ce mot, que j'ai suivi. Et je pense qu'il m'a fait découvrir pas mal d'adresses, donc j'espère qu'il va également vous attirer dans son univers et suivez son compte si vous voulez découvrir tout autant d'adresses. Du coup, avec Arnaud, alias Fulgur Opin, on va parler de comment naît une tendance, de l'impact que peuvent avoir les réseaux sociaux pour les consommateurs, mais également pour les restaurateurs et plus particulièrement les pâtissiers, et puis bien sûr du fonctionnement d'Instagram, de ses paradoxes, des avantages et bien sûr de ses inconvénients. Voilà, et évidemment, donc, on parle d'Instagram, vous pouvez toujours nous retrouver sur notre page Instagram, nous mettre des petites étoiles et des petits commentaires sur Apple Podcast, vous abonner sur votre plateforme de diffusion préférée. Et sur ce, on vous laisse maintenant avec Fulgur Opin et on vous dit à tout à l'heure. Bonjour à tous, donc aujourd'hui on est dans un endroit qu'on connaît bien et que vous connaissez aussi. Vous vous en rendez pas compte parce qu'on est chez Colorova. L'épisode, on a enregistré ici l'épisode avec Guillaume Gilles. Mais aujourd'hui, on est avec quelqu'un d'autre. On est avec Arnaud, que vous connaissez peut-être sur Instagram sous le nom de Fulgur Opin. Et je vais tout d'abord le laisser se présenter et présenter sa démarche, son petit compte Instagram. Bon, alors bonjour Clémence et Vincent. Merci de m'inviter à votre micro. D'abord, je dois dire que j'écoute votre podcast de temps en temps et j'apprécie votre travail. Je trouve ça impressionnant. Merci beaucoup. L'énergie que vous développez pour mettre en avant les pâtissiers, le milieu de la pâtisserie. Et donc, je m'appelle Arnaud. Et effectivement, je passe beaucoup de temps, trop de temps sur Instagram sous le pseudo de Fulgur Opin. Alors, ma démarche, c'est un peu difficile de répondre parce que je ne sais même pas vraiment s'il y a une démarche. Je pense qu'à l'origine, j'ai commencé simplement sur Instagram il y a peut-être 4 ou 5 ans maintenant. Je voulais chercher des bonnes adresses tout simplement. Parce que, alors si on remonte un peu à l'histoire, sans que ce soit trop long à raconter. Peut-être même pourquoi mon pseudo, parce qu'on pourrait se demander Fulgur Opin. C'était ma pourquoi première question. Voilà. On allait la Parce que maintenant, tu as fait du pain pendant le confinement, voilà, mais tu n'en faisais pas avant. Donc... Voilà, donc pourquoi Fulgur Opin ? Alors déjà, bon, je pense que vous êtes trop jeune pour connaître Goldorak, ou peut-être... ouais, voilà. Donc je me prends un petit coup du jeu. Non, plutôt du principe qu'on n'a pas de culture. Non, alors, moi je connais, mais sans avoir vraiment regardé tous les donc, épisodes. Goldorak, voilà, c'est un dessin animé de ma jeunesse. Pour dire d'emblée que je ne suis pas super jeune non plus. Et il avait un coup secret, ou un coup très puissant, qui s'appelait Fulgur Opin. Voilà, donc Fulgur Opin, c'était un petit jeu de mots avec ça. Et pourquoi Fulgur Opin ? Parce qu'à l'époque, et encore maintenant, mais beaucoup moins qu'avant, je pratiquais pas mal de courses à pied. Donc Fulguro pour le côté rapide, etc. Et Pain parce que ce qui se passe, c'est que pour me motiver en course à pied, le truc c'était de finir l'entraînement dans une boulangerie pour manger une viennoiserie, un gâteau, etc. Voilà, donc Fulgur Opin, c'était ça à l'origine. Alors maintenant, si on regarde mon Instagram, je pense qu'on doit plus trop comprendre ça parce que je parle très peu de course à pied. Mais c'est vrai que si on remonte dans ton fil, c'est vrai qu'avant, tout à fait, tu partageais même le nombre de kilomètres, je crois que tu faisais, etc. C'est ça, et ouais. la boutique dans laquelle tu finissais. C'est voilà, vrai. C'est vrai que ça me fait plaisir de voir un fidèle oui, depuis moi, longtemps. Moi
Je l'avoue que si vous voulez tout savoir, les petites coulisses, moi je connais Fulgure Pain depuis très longtemps et j'avais dit à Clémence, je veux qu'on fasse un épisode avec Fulgure Pain. Voilà pour tout vous dire. Voilà, donc il y avait la course à pied et le pain. Et donc la démarche à l'origine c'était ça, c'était pour me motiver pour le sport en fait. C'était trouver des. En fait, ce qui se passe c'est qu'à l'époque près de chez moi les boulangeries étaient pas terribles en fait. Et donc c'était une façon après le sport à la fois de me motiver et de découvrir des boulangeries qui étaient peut-être mieux que celles qui étaient près de chez moi. Du coup, tu t'en servais à la fois pour découvrir voilà. et en même temps pour partager. C'est ça, exactement. Parce que finalement, quand j'ai commencé, il n'y avait pas autant comme on dit, d'influenceurs, finalement, food ou pâtisserie sur Instagram. Et donc, voilà, je m'en suis servi pour découvrir des adresses. Et aussi, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, ça peut intéresser les gens aussi. Donc au début c'était c'était simple. Enfin, comme tu as dit Vincent, je partageais mon nombre de kilomètres et je photographiais le gâteau que j'avais mangé à la fin et donc c'était tout simplement ça. Hein. Et je prenais des gâteaux qui me faisaient envie et puis je disais vaguement ce que c'était. Voilà, donc petit à petit je me suis rendu compte que ça intéressait les gens finalement. Et j'ai eu l'impression que ça intéressait plus les gens que je parle de gâteaux que de course à pied. Donc, au bout d'un moment, j'ai parlé moins de course à pied et plus de gâteaux. Donc, la démarche, je pense que c'est toujours ça d'ailleurs ma démarche maintenant, c'est partager des bonnes adresses et aussi dire ce que je pense. Voilà. Ouais, donc, c'est une démarche. Une plateforme d'expression et de partage. Voilà, c'est ça. Oui, expression, partage et puis. Ouais, après, si je trouve un truc intéressant, je le montre et puis je me dis, voilà, si moi ça m'intéresse, ça pourra intéresser ceux qui me suivent. Tout à fait. Et ça, c'est ta démarche. Et est-ce que tu vois en Instagram une plateforme du coup qui permet... Comment est-ce que tu vois le bénéfice que peut apporter Instagram au milieu de la food ou de la pâtisserie Alors, le bénéfice... Non, je pense que... Le bénéfice donc ça dépend de quel point de vue on se place. Du point de vue du chef ou du restaurateur, je pense que ça a quand même le gros avantage que ça permet de se faire connaître et que c'est gratuit aussi. Donc c'est une publicité qui coûte rien et qui potentiellement peut avoir un impact quand même assez grand. Donc un chef, un restaurateur qui essaye de prendre le temps, je pense, de faire les choses bien sur Instagram, peut toucher un public qui ne toucherait pas forcément sans ça. C'est-à-dire, ou alors, disons qu'après, il faudrait, ce qui n'est pas forcément incompatible, d'ailleurs les restaurateurs et chefs le font de plus en plus les deux, c'est-à-dire se mettre sur Instagram et aussi prendre des agences de communication, des agences RP pour se faire connaître. Mais disons que l'avantage d'Instagram, c'est que c'est gratuit et il y a aussi le côté... relation assez directe en fait avec le public. Donc voilà, et du point de vue du consommateur, donc je sais pas si la question recouvre les deux côtés, mais du point de vue du consommateur, effectivement ça permet aussi de découvrir des nouvelles choses, des nouvelles adresses, et encore une fois de façon pratique parce que l'interface d'Instagram est quand même, je trouve, assez conviviale. Et donc, comme tout est visuel, c'est basé sur la photo, on se fait une idée assez rapide de si l'adresse peut nous plaire ou pas. Après, bien sûr, on reste dans ce qui se mange, ce qui se goûte. Donc, bien sûr, il y a, je pense qu'on en parlera, cet aspect-là qu'il ne faut pas non plus oublier que c'est pas parce que c'est joli que ça va forcément être bon. Ouais, donc, justement, je voulais exactement rebondir là-dessus quand tu as dit que c'était basé sur la photo. Est-ce que tu ne trouves pas qu'Instagram, du coup, du fait que ce soit très visuel, on commence à accorder une importance vraiment beaucoup plus élevée à l'aspect visuel plus qu'à l'aspect gustatif? Voilà, alors, il faut... Bon, je pense que d'abord, donc le premier aspect de la dégustation, c'est avec les yeux. Et il faut pas regarder ça avec mépris en disant que les chefs qui cherchent juste à faire des choses jolies en fait vont négliger le goût. Hein. C'est pas du tout ça ce que je dis, mais après c'est sûr que il y a ce travers parfois qui est que vous êtes plus pâtissier que moi et vous avez interviewé des chefs pâtissiers, vous pourriez leur demander, mais moi
mon idée un peu que j'ai quand même, c'est que pour faire quelque chose de joli, on va peut-être devoir plus utiliser des choses, des produits un peu pas forcément chimiques, voilà, mais des colorants, de la gélatine, des choses qu'on n'a pas forcément envie de retrouver dans un gâteau. Et donc, c'est vrai que il faut trouver aussi, je pense, un juste équilibre entre l'aspect visuel qui est beau et le fait que ce soit quand même bon à la fois au goût et pour la santé. C'est intéressant ce que tu dis sur le fait qu'on commence déjà à déguster par le visuel, parce que du coup ça me fait penser, hier justement, Vincent et moi on a testé un restaurant contraste où quand on a vu le dessert au chocolat arriver, tout de suite on a eu cette odeur de chocolat et puis avec la sauce qui venait avec, et ça nous a bluffé parce qu'on se disait en plus le chocolat, quand c'est pas dans un gâteau chaud qui sort du four, on le sent pas généralement comme ça, et du coup souvent dans les légendes Instagram ce qu'on peut voir c'est il vous manque l'odeur ou et encore à défaut du goût même. Oui. Donc effectivement mais c'est ça qui est bien en fait, je trouve finalement, c'est que d'arriver à susciter quand même l'envie avec d'autres sens que le goût, que les principaux conservés. ou même l'odorat. Donc c'est bon. Et puis après, je pense que peut-être une habitude, enfin je ne sais pas, mais à force de regarder les photos sur Instagram, j'arrive à savoir si ça peut me plaire ou pas. Je dis pas que ça va être bon ou pas bon, mais disons que je sais pas, c'est une forme de sensibilité peut-être qui se développe. T'arrives à savoir si ça a été un visuel réfléchi pour la photo ou si c'est vraiment... Voilà, oui, il y a ça aussi. Et puis le visuel, il y a des choses qui peuvent être jolies, mais parfois on peut se dire pourquoi ce visuel-là, ou quelle est la... Puis même, on arrive quand même à deviner les textures aussi quand on voit au visuel, donc on peut un peu commencer à se faire une idée de comment ça va être quand on va déguster. Ou même simplement dans les proportions des différents éléments, on peut aussi deviner peut-être un peu l'équilibre des goûts. Donc, alors, parfois, il y a des tartes de boulangerie, si je prends un exemple, qui sont quand même faites pour rester longtemps en vitrine. On va souvent voir quand même de la crème d'amande assez épaisse dans le fond de tarte, des choses comme ça. Donc, rien qu'en voyant la découpe de ce genre de tarte, on devine quand même comment ça va être en bouche. Donc, en fait, ça me fait penser aux musiciens qui lisent une partition et qui entendent la musique en même temps. Oui, voilà. Donc je pense que le visuel quand même renseigne. Elle peut même renseigner beaucoup. Ouais, moi je suis convaincu de ça. Et je pense que c'est pour ça qu'Instagram, ou même les émissions, c'est vrai que si on prend les émissions de télé, genre Top Chef, Meilleur Pâtissier, etc., je veux dire, le public ne goûte jamais. Mais quand même, ces émissions-là ont un grand succès. Donc ça veut dire quand même cet aspect visuel-là est séduit, en fait. Et puis d'autant plus que sur Instagram, j'ai l'impression qu'il y a aussi une part belle maintenant à la vidéo, un peu plus. On voit de plus en plus de vidéos où les gens en fait aiment aussi voir les artisans ou les endroits où ils vont, aiment voir comment est-ce qu'ils travaillent, comment est-ce qu'ils font ou leur gâteau, etc. Du coup, il y a une autre attente que simplement la photo, du visuel, du produit fini. Non, c'est ça aussi, c'est que avec Instagram, les réseaux sociaux, surtout maintenant avec des chefs qui sont de plus en plus jeunes et de plus en plus, je pense, sensibles aux réseaux sociaux, eh bien, on a accès aussi aux coulisses. Donc c'est vrai qu'on voit un peu les coulisses Alors, ça dépend de quelles coulisses on parle. Moi, un chef qui va se mettre torse nu à la plage, ça va pas forcément m'intéresser. Mais un chef qui va montrer ses techniques, ses équipes, comment ça se passe, qui va mettre en valeur certains talents, qui va montrer une démarche, je trouve ça intéressant. Et avec Instagram, on peut avoir accès à ce genre de coulisses de façon simple. Et voilà, donc ça peut être sympa de voir ça, en fait. Pour revenir sur ce dont tu parlais, les émissions télévisées où les gens ne goûtent pas, en fait, ça m'a fait penser au fait qu'ils ne goûtent pas, mais ils entendent les jurys, les jurés commenter. Et c'est un peu ce qui se passe aussi. Du coup, ils font confiance au jugement de personnes qui s'y connaissent ou qui sont déclarées compétentes. Et c'est un peu ce qui peut se passer parfois sur Instagram quand il y a des gens dont le palais est habitué et pour reprendre ce mot, mais pas forcément très adapté et qui est parfois utilisé à tort ou à travers, mais les gens choisissent certains influenceurs et leur font confiance. Et si une personne en qui ils ont placé leur confiance dit « allez-y, c'est vraiment bon », alors ils n'ont pas goûté, mais ils auront envie d'aller chez telle ou telle personne. Oui, voilà. C'est-à-dire que je pense Instagram, c'est aussi... Il y a un certain bouche à oreille, finalement. Ouais, c'est-à-dire que avant, on allait recommander une adresse simplement à ses amis, et maintenant, on recommande une adresse à ses abonnés.
Donc ouais, après, il y a effectivement des influenceurs où on a l'impression qu'on partage un peu les mêmes goûts, simplement parce que voilà, quand ils ont tendance à aller dans telle ou telle adresse, donc on va se dire tiens, bon, moi j'aime bien quand d'aller là aussi, donc je vais les suivre. Voilà, donc après c'est sûr qu'on a tendance à, voilà, on peut choisir des gens à qui on fait confiance. Donc les influenceurs, c'est un peu à double tranchant parce que je pense que la plupart des gens à la base sont de bonne foi. C'est-à-dire que tous les gens qui ont commencé et qu'on appelle maintenant influenceurs en pâtisserie, moi je les connais pas tous personnellement, mais je les connais quand même pour les avoir suivis depuis le début presque. Et je pense que c'est tous des gens qui aiment bien manger à la base, qui aiment bien manger, qui aiment bien partager, qui aiment découvrir des choses. Après, il y a ce travers avec Instagram qui est que maintenant, beaucoup de pâtissiers ou de chefs ont compris que c'était important pour communiquer. Et donc maintenant, chaque restaurant qui va ouvrir ou chaque pâtissier qui veut présenter une collection de bûches par exemple, ou même ouvrir une nouvelle boutique, va faire un événement, donc avec une agence RP en général, et donc où les influenceurs et les journalistes seront invités. Et donc ce qui se passe, c'est que c'est très facile, je pense, d'être un peu dans cette tendance après de... Alors, bon, moi je suis pas la bonne personne qu'il faut interroger là-dessus, parce que justement j'ai jamais voulu rentrer là-dedans. Mais je pense qu'une fois qu'on est dans ce rythme-là, c'est difficile d'en sortir. Parce que c'est toujours à qui va être invité, à qui... Ouais, en fait, ça va être difficile d'avoir un avis objectif parce qu'on va se dire, si j'apprécie pas cette gamme, on m'invitera plus, etc. Exactement. En fait, personne n'est indispensable. Et mon avis n'est pas plus indispensable que l'avis de quelqu'un d'autre. Et je veux dire, n'importe quel influenceur, à un moment donné, c'est sûr que s'il commence à dire... alors d'abord, s'il est invité quelque part et qu'il dit que ça lui a pas plu, bon, déjà c'est pas très poli de le dire publiquement, donc la plupart des influenceurs ils vont dire ouais bon, si j'ai pas aimé je vais pas en parler. Bon, c'est quelque chose qui se tient, mais le problème c'est qu'après les gens qui suivent ces gens-là n'ont que des avis positifs, puisque les avis négatifs sont censurés quelque part. Et puis quelqu'un qui va émettre un avis négatif, forcément il va se faire blacklister au bout d'un moment, parce qu'on va dire ouais bon lui on va pas l'inviter parce que y a le risque qu'il nous descende. Donc voilà, les gens qui, soit par politesse, soit par souci de continuer à être invités, vont pas forcément émettre d'avis négatifs. Donc à la fin, pour les gens qui suivent, c'est difficile de s'y retrouver. Toi, ça t'est déjà arrivé d'émettre des avis négatifs ? Alors pas quand j'ai commencé, mais disons que quand j'ai commencé à avoir pas mal d'abonnés, j'ai eu des invitations. Mais à l'époque, il y en avait très très peu, en fait, des invitations. Donc, et puis les gens qui étaient invités, c'était plutôt des journalistes ou des blogueurs qui avaient un blog établi depuis quelques temps. Donc bon, c'était pas comme maintenant. C'est vrai que maintenant on voit les influenceurs, je veux dire, ils peuvent manger gratuitement midi et soir tous les jours s'ils veulent. Donc à l'époque, il y avait très peu d'invitations. Mais donc au début, bon, je me suis dit tiens, je vais aller voir parce que c'est l'occasion de découvrir des coulisses et tout. Et je me suis vite senti gêné parce que par politesse, je me sentais obligé de ne pas critiquer. C'est-à-dire, je me disais voilà, quand même, on m'invite. Bon, c'était pas des choses qui m'ont pas plu, hein, mais j'ai pas trouvé ça dingue non plus. Donc je me suis dit ouais, c'est pas quelque chose que j'aurais envie moi-même de racheter plus tard, par exemple. Donc quand c'est ça, je me dis c'est difficile de recommander quelque chose comme ça, même si c'est bien. Je respecte le travail, mais ça m'a pas plu au point de dire ouais, faut absolument. Okay. Donc j'étais un peu gêné, mais en même temps, comme j'avais été invité, je me sentais quelque part obligé d'en parler et d'en parler en bien. En fait. Et voilà. Et je me suis pas reconnu là-dedans parce que je me suis dit bon voilà, si ça commence comme ça, c'était pas, pour moi ça devenait un travail en fait. C'est-à-dire que voilà, je m'étais mis à Instagram pour m'amuser en fait. Et voilà, j'ai déjà un travail. J'avais pas envie que ça devienne un deuxième travail de faire la tournée des invitations et puis de dire que ça me plaît et tout. Je voulais juste compléter. En fait, en préparant, on a lu quelques articles et il y en a un dans lequel tu es présenté comme l'influenceur qui paye ses additions. Oui, voilà. Pour rebondir du coup. Oui. Donc, non, mais voilà, donc j'ai fait quelques invitations, c'est vrai, hein, mais bon, ça fait peut-être depuis 2-3 ans que j'en fais plus. Alors, d'abord parce que je refuse, hein, ou que je réponds pas, et surtout parce que je pense que je suis blacklisté aussi. et ça me va très bien comme ça. Donc, voilà. Ouais. Est-ce que du coup, c'est dans cette même démarche de ne pas être reconnu comme un influenceur, qu'on peut être invité par-ci par-là, que tu as mis ton compte en privé ? Parce que moi, cette démarche-là, je sais plus à partir de combien, mais tu avais au moins 25 000, quelque chose comme ça, abonnés, et tu as passé ton compte à un moment en privé.
Ce qui est une démarche assez curieuse quand on voit un peu le spectre des influenceurs food qui justement ont envie d'avoir une visibilité plus grande. Alors, passer le compte en privé, ouais, je l'ai fait par période. Là, en ce moment, il est public, par exemple, si on regarde. Ok. Pourquoi il est public ? Bon, parce que, en fait, parfois, je le remets en public parce que j'ai envie de parler de choses qui sont, je trouve, importantes et j'ai envie que ça touche le maximum de personnes. Par exemple, c'est vrai que là, avec le confinement ou avec d'autres choses, j'avais envie de partager certaines publications d'autres personnes ou certains projets qui se lançaient et... Donc voilà, bon, comme j'avais envie de donner une voix à des choses importantes, j'avais envie que ça touche le plus de personnes, donc je m'étais remis en public pour ces choses-là, pour ces raisons-là. Après, pourquoi je me mets en privé de temps en temps ? C'est parce que j'aime bien, quelque part, Bon, ce qui m'a motivé, je pense, peut-être le fait de mettre en privé, c'était qu'à un moment donné, j'en ai eu un peu marre de tout ce système de likes et compagnie, et je pense que moi-même, ça avait une mauvaise influence sur moi. C'est-à-dire que, en fait, il y a cet aspect-là sur Instagram qui était, je pense, assez négatif. Alors, je pense que l'algorithme même est fait comme ça, qui est que plus on publie, plus on a d'exposition, en fait. Et à un moment donné, je me suis mis à moins publier parce que juste, j'avais pas le temps. Et j'avais pas compris que l'algorithme fonctionnait comme ça. Et donc, je me suis retrouvé avec moins d'exposition. Et je comprenais pas parce que j'avais moins de likes sur les photos et tout. Et alors, ce qui est dommage d'ailleurs, parce que quelqu'un de normalement constitué ne devrait pas trop être touché par ce genre de choses. Mais le cerveau n'est pas ainsi fait. À l'époque, je m'étais senti... je l'avais mal pris en fait. Je me disais, ouais, les gens m'aiment plus, tout ça. Ok. C'est un peu bête de dire ça maintenant, mais et donc je pense que j'avais ce côté, je me suis dit bon, ça me fait chier, je vais me mettre en privé comme ça. Les gens qui ont fait la démarche de s'abonner, bah, c'est bien, ils continueront de voir les choses et puis tant pis pour les autres. Voilà. Okay. Et donc quelque part, c'était aussi une façon pour moi de râler à ma façon contre cette dictature du like et de l'algorithme. Qui est toujours là en fait, hein. L'algorithme est toujours ce qu'il est, mais moi j'ai changé, c'est-à-dire que maintenant je m'en fous. Donc voilà, une photo va pas marcher, bah tant pis, je vais perdre des abonnés, bah tant pis, c'est comme ça. C'est comme si tu avais pris du recul en fait. Ouais, oui, j'ai pris du recul et j'avais pas envie d'être dans une démarche. Il y a des gens qui publient tous les jours. Je me dis, donc ils publient tous les jours des photos de gâteaux, donc ça veut dire qu'ils mangent des gâteaux tous les jours. Je me suis dit aussi à un moment donné, bon voilà, faut pas. Les gâteaux c'est bon. Mais manger un gâteau ou plusieurs gâteaux tous les jours, c'est quand même pas bon pour la santé, il faut dire ce qui est. Donc, à un moment donné, je me suis dit, voilà, il faut quand même être raisonnable. J'ai pas le temps et pour la santé, c'est pas bon d'être dans cette course. Et voilà, il y a ce travers d'Instagram aussi, qui est que qu'il faut toujours être actif, en fait. Parce que si on revient un peu au principe d'Instagram, le principe d'Instagram, c'est que les gens qui sont présents sur Instagram soient présents le plus longtemps possible pour regarder le maximum de publicité. C'est comme ça qu'Instagram fonctionne. Et Instagram fonctionne aussi en collectant des données sur les gens. Donc, il faut que les utilisateurs soient connectés longtemps et souvent et likent beaucoup de photos. Et comme ça, Facebook et Instagram vont collecter des données sur les gens pour après cibler des publicités, etc. Donc, forcément, dans cette démarche-là, Instagram va favoriser les influenceurs, les utilisateurs qui sont très actifs, qui vont publier beaucoup et de façon régulière pour fidéliser une audience. Et forcément, l'algorithme va favoriser ces influenceurs-là. Et voilà, donc une fois qu'on a compris ça, on se dit, est-ce que je veux être esclave de ça ? Ou est-ce que je vais simplement revenir à ce qui m'a motivé pour être sur Instagram, à savoir simplement partager les choses à mon rythme ? Et voilà, j'ai fait le choix de la sagesse, je pense. Et en tout cas, c'est comme ça. Oui, du moins, c'est un choix que tu as fait et c'est une démarche qui, je pense, parlera ou non à certaines personnes, mais ça reste ton choix personnel. Et moi, du coup, j'avais une autre chose sur... Du coup, on a parlé des influenceurs qui donnaient leur avis, mais on voit que ces derniers temps, avec l'explosion d'Instagram, les influenceurs ont pris un peu plus de pouvoir et on voit que même ces dernières années, ils ont même créé des tendances, en fait. Enfin, c'est à force de voir certains influenceurs qui aimaient ceci, qui aimaient cela, où certaines boutiques se sont dit, je vais proposer ceci, je vais proposer cela. Ils ont lancé même des modes. Donc, on voit que les influenceurs, ils ont même plus juste un pouvoir de donner leur avis, mais des fois, ils arrivent même à créer
Ouais. des envies chez les consommateurs. Oui. Alors, Mais c'est... même plus que ça, c'est plus que des envies chez le consommateur, c'est que ça crée, ça module un peu le milieu puisque les pâtissiers vont se mettre à proposer. Ouais, c'est ça. Oui, effectivement. Alors, mais ça, finalement, c'est plutôt positif, je dirais. C'est-à-dire que voilà, que ça permet aussi d'avoir une interaction entre les consommateurs et les artisans. L'artisan va peut-être mieux cerner les attentes du consommateur. Et effectivement, il peut y avoir des tendances qui se créent. Alors après, bien sûr, le petit inconvénient qu'il peut y avoir à ça, c'est que ces tendances-là peuvent être un peu trop... Enfin, ça peut quelque part, on peut avoir une certaine saturation après. Et donc aussi une uniformisation des goûts qui peut peut-être parfois nuire à la créativité. Bon, si on prend des exemples concrets, il y a quelques temps, c'est vrai que le flan est devenu à la mode. Et voilà, donc c'est vrai que, en fait, pourquoi le flan? Moi, c'est ma petite théorie là-dessus. C'est-à-dire que je pense que ça a toujours été, le flan, c'est quand même un dessert qui parle à peu près à tout le monde. Sauf que c'était pas forcément, je pense, un dessert qui était perçu comme un dessert prestigieux, on va dire, Oui, par les grands pâtissiers. Et donc les grands pâtissiers, j'imagine, ne se sont pas forcément investis pour faire un bon flan, où ils ont considéré que c'était plutôt un dessert de boulangerie. Oui, c'est 2 ingrédients, Ouais, une pâte, voilà. une crème Donc pâtissière. ils sont surtout quand même que chez les pâtissiers, il y a cette idée de se démarquer par la créativité, par les techniques et tout. Et c'est peut-être plus difficile de se démarquer sur un flan que de se démarquer sur des jolies formes ou des choses. Donc voilà, peut-être c'était quelque chose auquel ils n'ont pas voulu consacrer beaucoup de recherche ou d'énergie parce qu'ils ont pensé que c'était pas quelque chose qui intéressait les gens. Et puis, comme le flan, c'est quelque chose qui plaît finalement à beaucoup de gens, j'imagine. Enfin, moi-même, par exemple. Pourquoi le flan Parce que justement, si on revient aux histoires de boulangerie et de course à pied... C'est vrai qu'à une période, tu étais très flan. On voyait pas mal de flan sur ton compte. Mais parce que moi, je trouve que le flan, alors comme je disais au début, j'allais beaucoup dans les boulangeries. Il se trouve que parfois, j'arrivais dans les boulangeries puis je savais pas quoi prendre en fait, parce que il y avait plein de choses. Et puis, le flan, c'est quelque chose qu'il y avait toujours quasiment. Donc, c'est quelque chose que j'aime bien. Et en plus, je trouve que ça permet de juger assez facilement quand même la démarche d'un artisan, parce que les ingrédients sont très simples. Et un mauvais flan, c'est quand même plutôt mauvais signe pour le reste de la gamme, je dirais. Donc, parce que un mauvais flan en boulangerie, ça va être signe qu'il y a peut-être de la poudre à flan dedans, justement, ou plutôt des trucs un peu tout préparés ou chimiques et tout. Donc, Il faut juste qu'on explique ce que c'est que la poudre à flan. J'ai pensé à la même chose. Ouais. Vas-y, je te laisse faire. Globalement, de la poudre à flan, c'est une maïzena, donc une fécule de maïs qui va être déjà aromatisée en fait. Donc globalement, c'est une crème pâtissière. Quand on va la faire, on va ajouter la fécule pour donner de la texture. Elle va avoir déjà un goût. En gros, du coup, il y a de la maïzena, de l'amidon, de l'arôme de vanille, donc même pas de la vraie vanille, et du colorant pour que ce soit bien jaune. Ouais, aussi, c'est vrai. Du coup, la poudre à flan, c'est pas forcément un gage de qualité. Non, d'autant plus que, étant donné que, comme Clémence l'a dit, il y a de l'arôme de vanille, plus on en met, plus il y a d'arôme. Du coup, on va avoir des fois des flans qui vont être, disons, un peu lourds, quoi. Voilà, donc pour moi, ça me permettait un peu comme ça de me faire une petite idée sur l'adresse, finalement. Et puis j'étais d'autant plus content de trouver chez certains pâtissiers des bons flans, en fait. Parce que malgré tout, il y avait quand même avant que ce soit très à la mode, il y avait quand même des adresses qui faisaient des bons flans, qui avaient une démarche de faire un bon flan. Et du coup, j'étais content d'en trouver. Et je l'ai partagé sur Instagram. Et je pense que les gens aussi étaient contents de se dire « Ah tiens, le flan, finalement, c'est peut-être pas le truc tout gélatineux de la boulangerie jaune fluo. Finalement, il y a peut-être des bons flans, ça peut être sympa. » Et voilà, je pense que j'ai l'impression que ça a démarré comme ça. Et puis, les pâtissiers, après, eux-mêmes, en voyant que finalement, ça plaisait, ils se sont dit, tiens, moi le flan, je sais faire un flan, donc je vais en faire un, et puis je vais faire un bon flan. Donc il y a des pâtissiers qui se sont mis à faire des bons flans comme ça, et puis la mode a un peu pris comme ça. Il y a eu une petite
stimulation des deux côtés, entre les artisans et les consommateurs sur Instagram. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on trouve de très bons flancs. Voilà. Et alors plutôt pâte brisée ou pâte feuilletée? Alors, j'ai un peu varié. Je pense maintenant je préfère pâte brisée, on va dire. Parce que je trouvais que, en fait, j'aimais beaucoup. Enfin, je ne l'ai pas goûté depuis longtemps, je ne sais même pas s'ils le font encore d'ailleurs. J'aimais beaucoup le flan de la durée à l'époque, parce que à cette époque-là où il n'y avait pas énormément de flan sur le marché, c'était donc je pense que c'est Yann Menguy qui a fait la recette. C'est ce que j'allais dire. Et il avait fait un gros travail là-dessus quand il était chez La Durée, et ça s'est senti parce qu'on voyait vraiment la différence avec les flancs du. Bon, c'est le flan préféré de Vincent. Oui, voilà. En fait, donc il y a le flan de La Durée de l'époque, ça a été développé par Yann Menguy, qui a aujourd'hui sa boutique La Goutte d'Or. Et si vous voulez goûter un flan, moi je vous le recommande parce que c'est mon flan préféré. Mais et pourtant, il est à la pâte feuilletée, Voilà. alors que moi aujourd'hui, je pense que je préfère aussi pâte brisée. Donc je sais pas s'il est encore maintenant comme à l'époque, mais à l'époque, en tout cas, il y avait pâte feuilletée avec même une opaline de caramel et tout, donc il y avait quand même un gros travail dessus. Donc il était vraiment très bon aussi pour sa pâte. Et maintenant, peut-être, je préfère pâte brisée parce que je trouve ça plus simple en fait. C'est-à-dire que c'est peut-être un petit peu moins riche aussi. Et puis je trouve que le contraste finalement avec la pâte brisée est plus net, comme une pâte brisée bien croustillante. Voilà, entre l'appareil et la pâte. Voilà. Donc maintenant j'ai peut-être tendance à préférer plus la pâte brisée, mais bon après. Après, chacun trouvera ses goûts et trouvera son bonheur dans toutes les pâtisseries qu'on propose. En plus, le flan, c'est intéressant parce que c'est très accessible comme pâtisserie. Oui, c'est ça. Il y a ça aussi. Déjà, je suis d'accord avec l'idée d'avoir un étalon, de toujours prendre la même chose. Moi, il y a un moment, je prenais toujours un macaron à la framboise. Mais toujours framboise parce que ça me permettait de comparer. Non, puis ce que je trouve intéressant avec le flan, c'est que finalement, avec les mêmes ingrédients, on a une variété infinie de textures finalement. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont être plutôt claqués en bouche, d'autres hyper crémeux, d'autres... Et voilà, et donc c'est intéressant de voir toutes ces variations possibles autour d'un même produit. Ouais, je suis bien d'accord. Sinon, pour terminer, on pose des petites questions à tous nos invités. Ouais. Et du coup, tu ne vas pas y échapper. Déjà, la première question, c'est est-ce que tu peux nous parler de ton premier petit souvenir sucré? Ouais. Je pense, enfin, premier, je sais pas si c'est le premier, mais j'ai quand même un souvenir de... Bon, enfin... Peut-être la réponse est ultra classique, mais ça va être des trucs de grand-mère. Donc, ma grand-mère faisait des chaussons aux pommes. Et alors maintenant, quand j'y repense, je pense que c'était... Enfin, je revois encore l'aspect, c'était hyper grossier ce qu'elle faisait. Mais c'était très bon en fait. Donc c'était une pâte, je ne sais même pas dire en fait, un genre de pâte un peu brisée j'imagine. Oui, parce que j'allais dire, si elle se motivait à faire la pâte feuilletée. Non, elle ne faisait pas la pâte feuilletée, c'était sa pâte, je pense que c'était une pâte qu'elle déclinait pour plein de trucs en fait. Donc c'était sa pâte standard on va dire, qui n'était même pas forcément une pâte faite pour les pâtisseries je pense. Et donc plutôt une pâte brisée. Et voilà, elle mettait les pommes, elle faisait une petite compote quand même, et puis les gros morceaux aussi. Et carrément les lamelles en fait. Donc il y avait une dedans, petite texture en bouche. Voilà, et puis donc il y avait sa pâte en haut en bas, le truc était quand même assez gros, donc je l'ai mangé par moitié quand même. Et elle faisait un truc sympa sur le dessus, elle mettait du sucre un peu, je sais pas quel type de sucre, pas sucre perlé, mais un peu la taille intermédiaire entre du sucre en poudre. Des gros cristaux. Ouais, des gros cristaux. Et donc au four ça caramélisait, mais il y avait encore un peu les... Et c'est un truc personne ne va jamais faire ça aujourd'hui. En fait, la pâte ça rappelle un peu les pâtes peut-être de crostata ou les genres de tartes un peu rustiques, on va dire, des tartes rustiques. Donc on peut imaginer, voilà, elle faisait une tarte rustique, mais où en fait tout était fermé au-dessus. Et voilà. Une calzone. Exactement. Voilà. Et ben voilà, c'était ça. C'était un calzone rustique à la pomme. Et je pense que c'est mon premier souvenir. Qui t'a marqué en tout cas. Ouais. C'était bon. Ouais. On a eu beaucoup de recettes de famille et aussi beaucoup de religieuses ou viennoiseries, juste le retour d'école. Alors, c'était souvent ça. Moi, les trucs de retour d'école, mais c'était vraiment plus simple, quoi. C'était juste du pain avec une barre de chocolat dedans, quoi. C'est bon ça aussi. Ouais, finalement, on s'en rappelle même des années après. Ouais, mais je crois que j'aimais bien en fait. Juste une baguette avec. Ok, bah super, on l'aura bien compris.
cette espèce de coup de calzone avec un petit effet chouquette avec ce petit sucre sur Exactement. le dessus. Ouais, il y avait un truc. Ok, c'est génial. Je dois dire que le jour où ma maman a découvert qu'à la place de beurrer et fariner pour ses gâteaux, elle pouvait beurrer et mettre de la cassonade, ça a changé tous les cakes et tous les gâteaux, donc je vois très bien de quoi tu parles. Ouais, voilà, c'était genre ce petit truc qui fait la Petit différence en croustillant. fait. Ouais. Et la deuxième question, qui rejoint un peu ce pourquoi tu as commencé Instagram au début, c'est aurais-tu quelques adresses à nous conseiller ? Des adresses un peu coup de cœur, parce qu'on imagine que tu dois en avoir des tonnes, Ouais. mais des petits coups de cœur. Des adresses coup de cœur. Si ouais. on n'avait qu'un week-end, Voilà. j'allais dire à Paris, mais si t'en as ailleurs que Paris, évidemment, on est preneur. Mais... Moi, je suis assez. Bon, on va dire. J'aime bien Colorova. Pas seulement parce qu'on est chez eux aujourd'hui, mais Colorova, c'est. Je peux peut-être dire un petit peu, parce que Guillaume a été invité, et donc les auditeurs du podcast connaissent déjà, mais c'est justement c'est assez intéressant de parler de Guillaume au sujet d'Instagram, parce que c'est grâce à Instagram qu'on s'est rencontrés. Donc Guillaume, on s'est vu peut-être la première fois il y a... Donc je connaissais Colorova avant qu'on se parle avec Guillaume. J'avais dû venir, comme j'habite pas très loin, j'ai dû venir peut-être 2-3 fois. Et voilà, et Guillaume il m'a vu sur Instagram, il a vu que j'étais assez actif et tout. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il s'était pris une mauvaise critique par quelqu'un qui était à l'époque aussi actif sur Instagram, mais qui a disparu de la circulation maintenant. Okay. Et il avait répondu de façon assez franche, on va dire. Voilà. Ah, on imagine. On le connaît. Et voilà, et après on avait commencé à discuter parce que je crois que Guillaume, c'est ça que je trouve intéressant avec lui, c'est qu'il avait du mal à comprendre Instagram, mais il s'était dit que quand même c'était intéressant à comprendre. Et donc, on avait commencé à discuter à ce sujet, en fait, à se dire, voilà, pourquoi... Parce que c'est vrai que finalement, c'est aussi quelque chose dont on n'a pas forcément parlé, mais qui peut quand même être intéressant, c'est que maintenant, les pâtissiers, ils ont intégré qu'Instagram existait, que les gens pouvaient donner leur avis aussi, et qu'il fallait accepter ça, qu'il y avait aussi des côtés positifs quand même de se faire connaître. Mais à l'époque, c'était... Déjà, il n'y avait pas beaucoup de gens qui donnaient leur avis sur Instagram. Et les gens qui parlaient de pâtisserie sur Instagram étaient plutôt, je dirais, assez consensuels, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas... Enfin, c'est pas venu tout de suite que les gens commencent à dire « Ouais, tel truc, j'ai pas aimé, machin. » Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de pâtissiers qui n'ont pas compris, en fait. Qui se sont dit... parce qu'un chef, il est toujours exposé à la critique de n'importe quel client qui va venir, même... Enfin, pas forcément les critiques gastronomiques, mais simplement les clients. Un chef, c'est presque un des seuls métiers où on peut se faire critiquer par tout le monde. On en parle justement dans l'épisode, il y a un feedback. Et donc, avec Instagram, voilà, les gens qui critiquaient, moi-même j'ai critiqué certains trucs, on commençait à avoir une audience. Donc les chefs, ils se sont dit, mais c'est qui ce mec qui connaît rien à la pâtisserie et qui va dire que mon truc est pas bon et tout. Ça les a vexés. Et donc voilà, je pense qu'il y a eu une certaine incompréhension chez les chefs, parce qu'ils se sont dit, mais qui c'est ce mec, qui sont ces gens qui viennent nous critiquer, quoi. Donc, et avec Instagram, ça s'est développé, ce genre de choses. Et donc voilà, Guillaume, il voulait un peu comprendre ça. Enfin, pourquoi on critique, pourquoi ça plaît aux gens et tout. D'où ça vient Quelle légitimité, quelle importance accorder. Exactement. Oui, parce que c'est vrai qu'avant, les critiques, finalement, c'était surtout des journalistes donc qui ça faisait des années, qui goûtaient des restaurants, etc. Donc on pouvait dire qu'ils avaient une légitimité. Alors qu'aujourd'hui, avec Instagram, vraiment, quelqu'un qui juste aime manger, mais qui n'est pas du tout professionnel, a un avis qui peut avoir une certaine portée en fonction de sa communauté. Exactement. Donc c'est vrai que ça peut quand même un peu vexer et déstabiliser. Et maintenant, ça, c'est aussi quelque chose que j'ai compris. Je pense que maintenant, mes critiques sont beaucoup moins virulentes. Et puis, j'ai aussi une démarche un peu différente. C'est-à-dire que maintenant, j'essaye beaucoup plus de faire des choses moi-même pour comprendre, en fait, comment ça marche, en fait, simplement. Et voilà, je pense que quand on essaie de faire les choses soi-même aussi, on apprend l'humilité et on réfléchit à 2 fois avant de critiquer. Parce qu'on n'a pas dit, mais tu cuisines également beaucoup. Oui, voilà, donc je me suis mis maintenant beaucoup plus à cuisiner. Maintenant, j'ai même commencé à faire du pain et tout. La pâtisserie, j'en fais, mais des choses très simples aussi parce que c'est plus dans mes goûts. Enfin, j'aime bien les choses simples.
Et puis, j'ai pas forcément le matériel non plus pour faire des trucs ultra compliqués, ni la patience, ni la dextérité non plus. Je me vois pas faire un pochage ou des trucs. Je pense que... Moi, je dois dire que j'étais très impressionnée par ton cheesecake où tu Ah as ouais. fait le fromage toi-même, le fromage frais. Ouais. Mais du coup, quand tu ne cuisines pas, donc à part Kolarova, où est-ce que tu aimes Ah aller? oui. Non, alors, en fait, c'est ça le truc, c'est que peut-être je deviens de plus en plus paresseux, peut-être, mais j'ai quand même la chance d'habiter pas très loin de la rue du Bac. Ah oui, Et, c'est le paradis et des becs sucrés. forcément, alors c'est pas forcément les adresses les plus nouvelles qui s'installent, mais bon, il y a quand même de bonnes adresses. Moi, j'aime bien des gâteaux et du pain, parce que voilà, je trouve que bon, Claire Damon, je crois que vous avez aussi interviewé, donc Voilà. les auditeurs vont tout savoir. C'est ça. Mais je trouve que c'est quelqu'un, donc elle et puis son associé qui s'occupe plutôt de la boulangerie, je crois, qui ont une démarche que je trouve que pour le choix des matières premières et puis aussi la rigueur dans le travail qui sont très remarquables. Et voilà, et donc forcément sur le produit, ça se ressent. Et mais du coup, vous en saurez plus. Du coup, petit teasing, voilà, on vous dévoile un peu les coulisses, mais vous en saurez plus dans un épisode avec Claire que nous avons Oui. déjà enregistré. Et Voilà. d'ailleurs, on y parle de produits, Ouais, on y parle on du fait parle vraiment de ça. d'être précurseur et aussi d'assumer parce que les prix Ouais. s'en suivent et il faut un peu expliquer. Voilà, Ouais. c'est ça. Oui, donc ça, c'est les prix, c'est aussi une question. Ok. Donc rue du Bac. Donc on a compris des gâteaux Voilà. et du pain, Kolarova. Allez, un troisième petit coup de cœur. Jamais 203 comme on dit. C'est dur à dire hein, parce qu'il y a. Non mais si t'as pas, non mais tu sais quoi, si t'en as pas, on va juste dire aux gens pour terminer que Bah oui, d'aller sur ton voilà, compte. allez, si vous ne connaissez pas, parce que moi ça me paraît impossible Tu es biaisé. peut-être, mais si vous ne connaissez pas, ouais, allez suivre le compte de du coup, Fulguropin sur Instagram. Et puis là, Vous ce sera aurez- vraiment la meilleure méthode pour retrouver toutes ces adresses. Voilà. Donc voilà, je pense qu'on peut terminer. Sauf que tu as encore quelque chose à dire. Non, c'est bon, merci beaucoup. Bah, Arnaud, merci, c'était passionnant. merci à Merci. vous pour l'invitation. Merci Et, beaucoup Je pour sens qu'on pour aurait ton pu temps. parler, on a plein Ouais. d'autres Très sujets. longtemps, Je pense que c'était un vaste sujet finalement Ouais. et le montage sera peut-être un Oh, peu non. difficile. Ça, t'inquiète pas, on prend le temps qu'il faut. Vincent est un Merci. professionnel. Merci. Merci beaucoup. Alors, est-ce que cet entretien avec Fulguropin vous a plu ? Bah, si vous a plu et si vous avez quelque chose à nous dire, vous pouvez évidemment le mettre en commentaire sur Apple Podcast ou même nous le dire sur Instagram. Ça nous ferait très plaisir. L'envers du dessert, l'envers-du-bas dessert. Et pour suivre Fulguropin, c'est également sur Instagram et c'est tout simplement Fulguropin. Et demain d'ailleurs, on va vous poster une petite recette qui nous a offerte. C'est un cheesecake japonais car il faut savoir qu'Arnaud adore ça. La recette qu'on vous partagera est même un peu spéciale puisqu'il l'a faite à partir de cream cheese qu'il avait fait lui-même. Donc on vous renverra à son compte si vous voulez tout faire de A à Z comme lui. Et si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner sur votre application d'écoute préférée. Vous pouvez également nous retrouver sur notre site où vous pourrez vous abonner à notre newsletter où une petite histoire arrive chaque semaine dans votre boîte mail. Et évidemment, toujours pareil, on remercie l'artiste 12 qui nous fait le mixage et toutes les musiques que vous entendez dans l'épisode. Et sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine!